Chaque femme, heureusement, a son propre rythme, bien à elle. Mais sa durée, en moyenne de 28 jours, est une constante propre à l'espèce. Voici un ovaire qui s'apprête à libérer l'ovule mûr. C'est ce qu'on appelle l'ovulation, et ce que vous allez voir est exceptionnel, car cet instant fugace n'a que rarement pu être filmé. En fait, l'ovule ne sort pas seul. Il est entouré d'un nuage de cellules et de mucosités qui proviennent du même follicule de maturation que lui. C'est dans ce magma que se trouve l'ovule. Il mesure 1/10 de millimètre et se trouve dans son follicule comme un pépin dans un grain de raisin. Pour mieux voir, reprenons le processus au ralenti. Cette grosse forme ronde, c'est l'ovule. Ces quelques instants de liberté ne durent pas bien longtemps. L'ovule est aussitôt capté par les franges de la trompe utérine pour commencer sa progression vers l'utérus. Il est propulsé par le courant créé par les cils de la trompe qui s'agitent en rythme comme les rames d'un bateau. En plus, la trompe elle-même se contracte pour faire avancer son précieux contenu. Ces images remarquables représentent un tour de force technique réussi par les scientifiques suédois et japonais qui nous offrent ces images inédites du voyage de l'ovule comme on n'aurait pas imaginé pouvoir les observer. Ce périple dure plusieurs heures, mais il peut se produire à mi-chemin une bien merveilleuse chose, la fécondation. C'est en général ici que cela se passe, dans cette zone élargie de la trompe qu'on appelle l'ampoule. L'ovule est en fait une très grosse cellule pleine de réserves nutritives suffisantes pour assurer, en cas de fécondation, les premiers besoins de l'embryon qui commence aussitôt à se développer. Tout autour se trouve une couronne de cellules satellites qui lui apportent des éléments nutritifs supplémentaires et qui se chargent d'évacuer ses déchets. C'est donc bien toute une cour qui se déplace ainsi avec la reine des cellules. On s'interroge aussi sur le rôle exact que jouent les cils de la trompe utérine. Il n'est pas exclu qu'en dehors de leur action purement mécanique de transport, ils communiquent avec l'ovule pour échanger avec lui des informations. De toute façon, il est évident que la nature entoure l'ovule de beaucoup d'attention. Tout autour de lui s'active à le véhiculer, le protéger, le nourrir, le soutenir. Voici, saisies par la caméra sous microscope, les cellules entourant l'ovule et échangeant avec lui de la nourriture par leurs extensions. Si par contre, aucun spermatozoïde ne vient à la rencontre de l'ovule, celui-ci se désintègre avant d'arriver dans l'utérus. Après 24 heures, il est condamné et après 72 heures, il a disparu. Dans l'espèce humaine, la sexualité a acquis une dimension de plus que celle d'une simple reproduction, qui est celle de l'amour, des sentiments. À quoi s'ajoute une autre caractéristique, celle de pouvoir pratiquer cet acte d'amour pour le plaisir, sans nécessairement avoir pour but de perpétuer l'espèce.
L'éjaculation, pour le biologiste, c'est le signal de départ d'un gigantesque marathon qui se déroule dans les voies génitales de la femme. 300 à 500 millions de participants. Un parcours fléché par un instinct infaillible, une arrivée incertaine, un trophée ô combien convoité, l'ovule. Des 300 à 500 millions du départ, ils ne sont plus que quelques dizaines de mille qui se dirigent d'un seul mouvement vers la trompe utérine où les attend l'ovule. Voici l'entrée de la trompe, tout en haut de l'utérus. C'est la dernière ligne droite pour nos athlètes, le sprint final. Dans la trompe, un obstacle supplémentaire les attend, la vibration des cils qui crée un courant contraire qu'ils doivent arriver à remonter pour atteindre leur objectif. Encore une fois, on doit s'émerveiller de tant de ténacité chez cette petite cellule perdue dans l'obscurité des organes féminins, mais qui continue vaillamment, menée par qui, par quoi? Heureusement, la trompe utérine elle-même leur vient en aide, se contracte et les fait progresser. Ces contractions sont à leur apogée au moment de l'ovulation, ce qui tombe bien. On pense aussi que le sperme contient des substances qui favorisent ces contractions. Maintenant, l'ovule est là. La ligne d'arrivée est en vue. Il n'y a plus que quelques centaines de spermatozoïdes en course. Tous les autres ont abandonné et ont été détruits par les globules blancs dans le camion-balai. En s'approchant, les coureurs jouent leur dernière carte. Ils répandent des enzymes qui les aident à se frayer un passage entre les cellules de la couronne de l'ovaire. Puis, épreuve ultime, ils doivent montrer patte blanche, donner le mot de passe antigénique, prouvant qu'ils appartiennent bien à la même espèce. Le moment de la fécondation est enfin arrivé, et dès qu'un seul spermatozoïde a franchi la membrane de l'ovule, celle-ci s'opacifie, bloquant l'entrée à tout autre candidat. Tout se passe alors dans l'intimité de la grosse cellule devenue œuf. La fécondation proprement dite, c'est cette fusion des deux noyaux de 23 chromosomes, celui du père et celui de la mère, pour former le premier noyau de la première cellule du nouvel individu qui vient d'être créé. Dès ce moment, tout est joué en ce qui concerne l'hérédité. Nous sommes tous nés de la création de cette cellule unique qui contient l'extraordinaire promesse de tout ce que nous allons devenir. Tandis que s'amorce le début de cette nouvelle histoire, les autres spermatozoïdes vivent leurs derniers instants. Ce ne sont pas des perdants. On sait à présent que leur présence était nécessaire pour ouvrir les dernières barrières entourant l'ovule. Disons que c'était un travail d'équipe, mais qu'un seul profite pleinement de la victoire. « 30 heures après la fécondation, l'œuf commence sa division. L'embryon amorce sa formation. À 40 heures, il est au stade de 4 cellules. À 50 heures, au stade de 8 cellules. La division, ensuite, va s'accélérer constamment. En même temps, l'embryon se déplace lentement dans la trompe en direction de l'utérus. «
3 jours après la fécondation, l'embryon ressemble à une petite mûre. On l'appelle morula. C'est alors qu'il passe de la trompe dans l'utérus. Déjà, c'est un petit organisme, c'est-à-dire qu'il existe des échanges entre les cellules qui le composent. Ces cellules commencent à avoir des activités propres, distinctes les unes des autres. Vers le 6e jour, l'embryon cesse d'être libre. Il creuse son nid dans la paroi de l'utérus. C'est là qu'il passera les 9 mois à venir. La muqueuse utérine, de son côté, s'est faite douce, épaisse et spongieuse pour accueillir l'embryon. On va alors assister à un des phénomènes les plus fantastiques jamais vus. La création, à partir de quelques cellules indifférenciées, d'un être humain entier. C'est aussi à partir des quelques cellules primitives que vont se former le placenta et toutes les enveloppes de l'embryon. C'est là, bien à l'intérieur de son sac amniotique, qu'il va se développer. Une première étape fondamentale est la naissance de cette ligne primitive, qui va servir d'axe central, d'axe de symétrie pour le développement, et qui est en fait l'ébauche de la colonne vertébrale. Elle commence à apparaître vers le 15e jour. Mais revenons à l'embryon humain. Tout va très vite pour lui. Regardez bien. Ces images sont émouvantes. Elles montrent le cœur d'un embryon qui commence à battre. Nous sommes au 20e jour après la fécondation. Le corps ne mesure encore que 2 mm. En même temps, l'embryon produit les premières cellules du sang. Le sens de la circulation n'est pas encore bien établi. Mais dès la semaine suivante, tout s'installe. Le cœur commence à remplir son rôle et l'on reconnaît les globules rouges du sang qui circulent à présent normalement. Le réseau des artères et des veines se met en place. Le développement du corps se fait petit à petit. Pendant les premières semaines de son existence, l'embryon grandit d'environ 1 mm par semaine. À 4 semaines, les bras commencent à apparaître, suivis des mains. Là encore, le mystère reste grand. Comment l'organisme sait-il que le doigt a fini de pousser? On pense que des signaux circulent dans les cellules en division pour dire à un moment donné que ça y est, que ça suffit comme ça. Il est probable également que les premières cellules nerveuses qui apparaissent dès le 10e jour interagissent pour guider l'organisation de l'être qui se forme ainsi. À 6 semaines, le corps a 13 mm de long. À 7 semaines, il mesure 18 mm. Dès la 8e semaine, le fœtus humain présente toutes les caractéristiques de ce que sera l'enfant qui va naître. Le squelette est apparu, les organes vitaux sont en place. L'organe essentiel de la liaison entre la mère et l'enfant, c'est le placenta. C'est un organe mixte, élaboré ensemble par l'utérus de la mère et par les cellules de l'embryon dès les premiers jours qui suivent la fécondation. Le placenta permet tout à la fois au fœtus de respirer, de se nourrir, d'éliminer ses déchets, de se protéger contre les infections et de sécréter les hormones nécessaires au bon déroulement de la grossesse.
tous ces échanges se font par le sang, même si à aucun moment le sang de la mère et de l'enfant ne sont en contact direct. Du côté du fœtus, un gros vaisseau sanguin va vers le placenta où il se ramifie pour former un fin réseau de petits vaisseaux capillaires. Ces capillaires se terminent en touffes de villosité qui nagent dans de petites logettes où passe le sang de la mère avec un débit de 600 ml par minute. C'est à travers la fine membrane de ces villosités que se font les échanges, molécule par molécule, bulle par bulle. Certains anticorps peuvent même traverser cette barrière pour permettre au fœtus qui n'en fabrique pas encore de se protéger contre certaines infections. Par contre, les virus peuvent aussi traverser la barrière, de même que certains produits toxiques, le tabac ou l'alcool. Le fœtus reste donc vulnérable malgré son cocon douillet et la santé de la mère a nécessairement des répercussions sur l'enfant qu'elle porte.